Paris en perspective cavalière. J'ai choisi 4 témoins pour cette espèce d'approche en liberté de la relation entre le cheval et Paris. Et le premier témoin, voilà, je suis tombé ici, c'est-à-dire le double hôtel Montgelas, Guénégaud, si je m'oriente bien, Guénégaud et Montgelas, puisqu'il y a eu des chevaux. C'est-à-dire que moi, j'arrivais plus à décoller d'ici en me disant, mais d'ici, les chevaux ont vécu, donc il faut en parler. Et c'est un bon point de départ. Donc, je reviendrai. Là, je vous fais une présentation rapide. Donc, Guénégaud, Montgelas, on est ici. Voilà, on va passer à la porte de Vanves avec la photographe Sabine Weiss. Ensuite, on va aller se promener avec des cochers, puis dans des écuries. C'est toujours la même photographe, Denise Collomb. Et ensuite, on terminera, on passera ça tranquillement. Et on terminera avec Germaine Richier et ses cavaliers et cheval à 6 têtes. Donc, au fond, le circuit qu'on fait, on reste d'abord ici, on est dans le Marais. Ensuite, on part à la porte de Vanves. Ensuite, on va remonter à l'Arc de Triomphe, l'avenue de Friedland. Ensuite, on va redescendre, que je ne me trompe pas, aux Tuileries. Et ensuite, on va repartir au Marais, au Centre Pompidou. Petite tricherie, mais c'est là que c'est au Centre Pompidou qu'appartiennent les offres de Germaine Richier. Alors, pour repartir au tout début, je ne sais pas comment on fait. Donc, on va remonter. Donc, en attendant que ça se réaffiche, alors ici, ce double hôtel, qui est l'hôtel Guénégaud et l'hôtel Montgelas. Alors, pour l'hôtel de Guénégaud, on sait qu'il y avait les chevaux, on a la trace, on a le plan. Et merci, monsieur Fontenelle, de nous avoir fait un beau plan tout propre qui nous permet de très bien voir comment ça se passait. Donc, c'est un hôtel construit par l'architecte François Mansart, petit-neveu de Jules Artoin. Et donc, porte cochère, un classique. En haut, les stalles. Et ici, les remises des voitures. Je remonte là. Pour Montgelas, vous avez compris où on est par rapport à cette photo. Vous savez où on est là? On est en dessous. Voilà. Le Porsche, le fameux Porsche à surbaissé, c'est celui que certains d'entre nous ont poussé pour aller dans la cour, pour regarder ces filets qui ont été posés. Pour Montgelas, c'est plus compliqué. Alors Montgelas, le premier architecte, c'est Nicolas Liévin. Montgelas est construit une 50aine d'années après Guénégaud. Et dans le fond, Robert de Cotte, il n'y a pas le plan du rez-de-chaussée. Ce qui m'aurait sauvé, c'est d'avoir ce rez-de-chaussée. Et quand on a le rez-de-chaussée, on sait qu'il y a eu des remises des chevaux ou pas. Et là, on n'a pas. Alors, pourquoi je vous montre ce Porsche à arc surbaissé? Il est unique dans l'architecture des hôtels du XVIIIe siècle à Paris. C'est le seul à Paris. Et parce que moi, je viens régulièrement ici, c'est un musée qui me passionne beaucoup et qui me permet d'apprendre beaucoup. À plusieurs reprises, on m'a dit, mais ce Porsche, c'était l'entrée des remises. Alors, je n'en ai aucune preuve. Voilà. Et comme aujourd'hui, les deux hôtels sont littéralement enchevêtrés, vous savez qu'il y a eu des travaux extraordinaires qui ont été faits, je ne sais pas. Voilà, j'aimerais pouvoir vous dire c'était là. Je suis remontée dans la cour tout à l'heure. Ici, il y a eu construction, déconstruction, reconstruction, 3 appartements, 2 appartements, une histoire immobilière et spéculative assez compliquée. Alors désolé de ne pas pouvoir être plus précis, mais ce qui est amusant, c'est que nous sommes sous cette cour. Et cet arc, ce Porsche, il est à l'aplomb. Voilà.
de cette partie de l'auditorium. Alors, une histoire aussi dense, hein. Donc, on arrive au XXe siècle, c'est vraiment bride abattue, ventre à terre, une fondation, un musée. Moi, ce qui me touche aussi ici, c'est que l'hôtel de Guénégaud a failli disparaître, mais purement et simplement. Il était promis à être rasé. Ça a été une histoire très compliquée. La protection des monuments historiques lui a été donnée à plusieurs reprises. Avant la Seconde Guerre mondiale, lui a été retirée, puis redonnée. Et l'état de l'hôtel de Guénégaud dans les années 60 était tel que les propriétaires ne pouvaient plus payer et qu'il a été envisagé donc purement et simplement de le raser. Et la ville de Paris, in extremis, rachète l'hôtel et donc une sorte d'accord. Oui, enfin, c'est pas une sorte d'accord, c'est un accord. Un accord est passé avec François Sommer, la Fondation Sommer, qui a eu plusieurs noms, et je n'ai pas d'intérêt privé à parler de la Fondation Sommer et du musée de la chasse. Je le précise tout de suite, pas de conflit d'intérêt. Simplement une passion, voilà, pour l'histoire de tout cet endroit. Évidemment, il faut injecter des capitaux privés. Enfin, je veux dire, c'est pas d'aujourd'hui qu'on découvre ça. Et la Fondation François Sommer fait une proposition qui est acceptée par le ministre de la Culture, André Malraux. La ville de Paris a acheté. Le bail amphithéotique est signé, que je le retrouve en 1964. Le musée ouvre en 1967. Et l'agrandissement avec Montgelas se fait en 2007. Petit rappel qui a compté dans l'histoire de ce lieu, François Sommer a été un très grand résistant. Et André Malraux, résistant lui-même, devenu ministre de la Culture, n'oubliait pas ça. Voilà. Ça a créé des alliances et qui se sont avérées être extrêmement solides. Donc deux hôtels particuliers, une fondation. Là, je ne vous fais pas de topo sur la fondation. Moi, je vais vous parler du musée. Alors, dans le musée, le cheval, il y est. Et il n'y a pas que lui. Hein. Chasse et nature, il n'y a pas que le cheval. Mais il y a des endroits où on retrouve cette présence. Alors, moi, j'aime beaucoup, j'ai appelé ça l'ombre du cheval, c'est dans les salles permanentes, il y a ce qu'on appelle la salle du cheval. Et c'est la reproduction on va dire, d'un petit box où, moi, ça me fait penser aux petites écuries qu'on retrouve en Sologne, où il y a des petits manoirs où on allait chasser, et ces boiseries, cette ambiance un peu marron, un peu bois sombre, c'est ce qu'on appelle la salle du cheval. Et puis, alors là, moi, je suis au bord de l'évanouissement. Il faut que vous soyez quand même relativement fortuné. C'est ce qu'on appelle la salle Carl Vernet. Alors, la salle Carl Vernet, vous pouvez la louer pour y déjeuner pour 12 personnes. Et François Sommer, qui était un homme de goût, certes, qui avait des moyens, mais quand même un homme de goût, en 1967, commande à la fabrique Jacquemart la reproduction en papier peint. Donc là, ce que vous voyez, ce sont des laits. Hein, vous faites du papier peint chez vous, c'est la même chose, sauf que certainement, ça a dû coûter beaucoup plus cher. Et ce sont des reproductions des scènes de chasse de Compiègne de Carl Vernet. Autrement dit, dans cette salle, vous êtes dans une espèce de bain. Moi, je ne suis pas très chasse, hein, faut être honnête. Mais par contre, être environné de ces équipages, de ces chevaux, de ces chiens, de ce quotidien lié à l'art cynégétique, pour moi, c'est quand même un bonheur. Et c'est un bain. Voilà, les murs sont tapissés de ces reproductions. Voilà, j'aimerais bien pouvoir me payer quelque chose de ressemblant chez moi, mais je n'ai pas les moyens. Donc c'est ici, c'est de façon permanente. Alors en temporaire, vous avez des expositions où le cheval, et là je crois que M. Chaudin n'est plus là. Ah zut, c'est Tagada, voilà, les Delton. C'était aussi un des titres de l'exposition, mais ils ont fait plus chic pour la parution du catalogue. Donc 2015, le studio Delton, et où la dynastie des Delton, hein, les trois, le père, le fils et le petit-fils,
donc sont mis en valeur dans tout ce travail extraordinaire qu'ils ont fait. Moi, ce que j'aime bien, et c'est dommage que M. Chaudin soit parti, ce que j'aime beaucoup, c'est la personnalité de Louis-Jean Delton, quoi, qui aujourd'hui serait un influenceur. Il n'y connaît rien à la photo. Il a copieusement falsifié tout son CV, à peu près tout ce qu'il a dit de sa carrière est, on dirait, bidonné. Et pourtant, il a cette idée de génie. Il a une sensibilité commerciale hors du commun, c'est-à-dire qu'il sent, il pressent que, à travers le cheval, à travers l'idée des équipages, d'une représentation de soi, il y aura là un public et que ça va marcher. Et ça a formidablement marché. C'est vraiment... Donc, de cette exposition, que moi je trouvais aussi, c'est à la fois le flamboiement, cette fin du 19e siècle, et en même temps, voilà, nous le savons, c'est aussi ce déclin qui s'approche. Donc il y a quelque chose d'assez émouvant de voir ces photos. Mais Louis-Jean Delton, il fait complètement mon bonheur. C'est une fripouille de première, mais de génie. Voilà. Et c'est très bien raconté dans ce catalogue. Ensuite, 2018. 2018, c'est Country Life. C'est la collection de Paul et Rachel Mellon qui prête, via le musée Richmond de Virginie, une partie de leurs tableaux. Alors, excusez du peu, hein. Stubbs, Delacroix, Géricault, Degas, Monet, Munnings, il y en avait d'autres. Il y avait Caillebotte aussi, et qui ont... Paul Mellon a fait ses études en Angleterre, et il adore cette espèce d'image un peu nostalgique, sporting life, country life. Voilà, c'est un art de vivre qui est aussi sur le déclin. C'est une espèce d'imaginaire qu'il retranspose chez lui, en Virginie. Et vous allez voir la décoration, la muséographie géniale qui avait été pensée pour cette exposition. C'est la reproduction quasiment des écuries de Paul Mellon, donc en Virginie. Et le décorateur, il vient de Paris, il s'appelle Antoine Plateau, avec 2 T, et c'est le chef décorateur de la maison Hermès, et qui a cette idée fabuleuse de créer ces stalles. On accroche sur les bas-flancs ou au mur les différentes œuvres. Là, on voit, là, c'est un petit Stubbs. Faut me croire sur parole, mais vous le retrouvez aussi dans le catalogue. Et voilà pourquoi j'ai mis un trou. Ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que nous rentrions dans ce couloir, et d'un seul coup, je me souviens de m'être rendu compte de ça, c'est que pour voir les œuvres, il fallait que je fasse ce mouvement de rentrer dans les salles. Et ce mouvement, c'est d'abord le mouvement du cheval. Et évidemment, Antoine Plateau, il avait parfaitement pensé à cette chose-là, à cette ambiguïté dans laquelle on allait se retrouver. Est-ce qu'on était un visiteur, une visiteuse ou un cheval? Le premier qui rentre dans la stalle, à moins de vraiment de vouloir se mettre en danger, c'est quand même le cheval. Voilà. On va attendre qu'il se tourne, on va lui parler, on va rentrer ensuite. Et c'était, moi je trouvais ça très beau et très troublant. Et dans la dernière stalle, au fond au mur, c'était la surprise royale, c'était un petit gars, un jour aux courses. Voilà. Et on faisait ce mouvement que moi j'ai trouvé troublant, puisque ça pourrait être le mouvement d'un cheval. Et c'est quelque chose qui guide beaucoup la muséographie dans ce musée. Alors, je suis déjà en retard, donc on va un peu galoper. Mais j'ai le droit parce qu'on a pris du retard. Si. Bon, je remets mon compteur à 0. Sabine Weiss, en 1952, c'est une photographe peut-être un peu oubliée, bien qu'elle ait vécu 97 ans. Donc on a eu le temps de la connaître parfaitement au XXIe siècle. Et cette photo, elle l'a fait à la porte de Vanves. Et est-ce que certains d'entre vous la connaissent? Voilà, parce qu'elle a eu une grosse fortune. Hein. C'est une photo qui a été très emblématique de Paris pendant très longtemps. Alors, vu par exemple d'Amérique, Paris, c'était ça, c'était un cheval sauvage.
Enfin, moi, ça me faisait penser à un Amélie Poulain avant l'heure. Dans la réalité, il fait froid, on est par devant, c'est un cheval de maraîcher. On dirait qu'il a un peu cassé quand même plus ou moins sa bride. Enfin, il s'en donne à cœur joie. Il fait froid, ça, j'ai eu l'information, il fait très froid. Et Monsieur Weiss, qui est le mari de Madame Weiss, s'ennuie. Et comme il s'ennuie, il fait une boule de neige et il la jette sur le cheval. Et donc le cheval a répondu par une ruade. C'est quand même, il n'est pas très content. Et en même temps, c'est cette image que je trouve extraordinaire. C'est le talent du photographe. Sabine Weiss ne préparait aucune photo, ou elle faisait pas, ou elle pouvait faire une photo. C'est ce qu'on appelle les photographes humanistes. Et je veux dire, l'épaisseur de ce cheval, ce brouillard qui monte, là, le petit bonhomme à vélo, c'est une, voilà, c'est une photographie qui a eu une durée de vie, si vous voulez, dans l'image qu'on se fait de Paris, qui a été longue. Ces immeubles existent toujours. Ce sont ce qu'on appelle les habitats ouvriers qui sont à la porte de Vanves. Alors, deuxième femme photographe, c'est Denise Colomb, qui est morte à 102 ans, comme quoi les femmes photographes, ça a l'air de les conserver, et à qui, Point de vue Image du Monde, commande un double reportage. Circa 1955, parce que ni la médiathèque du patrimoine et de la photographie, ni moi n'avons trouvé la publication exacte. Pourtant, j'ai enquêté, j'ai relu du Point de vue Image du Monde, un numéro par semaine pendant 2 ans, ça on fait. Et donc on lui commande 2 reportages. Alors, les légendes ne sont pas les vraies légendes. C'est la médiathèque qui a bidouillé. Vous verrez que parfois, l'art de la légende, c'est difficile, mais c'est encore plus plat que plat. Et je vais laisser passer parce qu'il y a 2 atmosphères complètement différentes. Et j'aimerais bien que vous puissiez juste les ressentir. Premier volet, ça s'appelle Les Cochers. Je précise que c'est la famille Boulangeau-Gascard, la famille qui a eu les chèvres, les petits ânes et les poneys dans Paris, quasiment jusqu'à l'an 2000. Alors, je vous laisse regarder. On sent l'imagination au niveau des légendes. Je ne sais pas où c'est, Cochère au départ. Peut-être au Bois de Boulogne, je ne sais pas. Ouais, je me suis dit du côté de l'étrier. Alors, voilà, par exemple, ici, bien que la cochère est un client, le taximètre indique libre. Je ne sais pas. Bon, on voit quand même qu'en 55, il n'y a pas tellement de voitures que ça autour de l'Arc de Triomphe. Et puis, le deuxième volet. Et là, on change radicalement d'atmosphère. C'est la même photographe. J'aime bien élevage de poneys. C'est peut-être pousser un peu le bouchon, mais bon. Et cette photo, qui, comme la ruelle le Cheval-Ruan, a été très célèbre, je pense qu'il y a eu un petit travail. Pardon. Il y a eu un petit travail sur la langue qui n'aurait pas dû apparaître aussi blanche, aussi contrastée. Mais ça se faisait très bien. Hein. Un très bon tireur vous arrangeait ça. Qu'est-ce que vous avez ressenti là Je sais que ça passe un peu vite, c'est la fin de l'après-midi. C'est le même reportage, mais 2 ambiances complètement différentes. La première me semble complètement guindée, artificielle. Moi, ne m'intéresse pas. D'ailleurs, je ne trouve même pas qu'elle soit une très bonne photographe sur la première partie. Par contre, la deuxième partie, c'est elle est chez elle, c'est familier. On parlait des fermes dans Paris. On est dans les années 55. Alors, après enquête, je pense que j'hésite entre la rue Bellini dans le 16e et les écuries de la Sablonnière dans le 15e. Ils ont beaucoup déménagé. Mais effectivement, et Paris, pardon. Voilà.
des entrepôts, des fermes, je ne sais pas, des appentis comme celui-là, il y en a partout. Il y en a jusque dans le Marais, jusque dans les années 60. Et je les trouve heureux. La famille Boulangeau-Gascard, ça a été son métier presque un siècle. Oui, quasiment un siècle, d'être avec ces animaux. Et, et quoi qu'on dise aujourd'hui, évidemment, je comprends bien les défenseurs du bien-être animal, je trouve qu'ils ont l'air d'être heureux ensemble. Ils se connaissent, c'est comme ça. Et puis c'est comme ça à l'époque. Je veux dire, voilà. Et je trouve que et Denise Colomb, là, elle se sent bien. Et c'est ça qu'elle montre. Ça lui va bien, cette atmosphère. Bon, Guillaume s'est endormi, j'en profite. Ma dernière présentation, mon quatrième témoin, Germaine Richier. C'est une très belle photo qui a été faite par René Louis Astre et voilà, une photo qui est venue à Montpellier quand les œuvres de Germaine Richier sont venues cet été. L'exposition s'est terminée début novembre. Alors, je vous présente deux séries. Il y a la série dite des Cavaliers. Donc ça, c'est le cavalier qui est aux Tuileries. C'est l'ensemble qui s'appelle l'échiquier. Il y a 5 pièces. Elle n'a pas sculpté tout un échiquier. Donc le cavalier en bronze. Elle fait aussi le même cavalier. Moi, j'adore cette tête d'hippocampe. Je trouve qu'il a une bonne binette. Le même cavalier avec des couleurs. C'est assez poignant de savoir que elle mettra ses couleurs la dernière année de sa vie. Pascal, par contre, est morte très tôt. Elle est morte à 57 ans. Et depuis 2 ans, elle savait que elle s'en sortirait pas. Ce qui va modifier sa façon de travailler. Et donc, cette œuvre, voilà, l'œuvre qui a fait couler beaucoup d'encre, ce fameux cheval à 6 têtes, qui est en bronze naturel nettoyé. C'est pour ça qu'il a cette apparence aussi brillante. Elle travaillait avec la fonderie Tino. Et pour avoir été la voir à plusieurs reprises au musée Fabre, où elle avait fait ses études avant que de monter à Paris et d'être l'élève de Bourdelle. Et Bourdelle avait dit d'elle, c'est Germaine. C'est-à-dire, on la laisse faire. Et elle a fait ce qu'elle souhaitait faire dans sa vie, ce qui me paraît être une caractéristique de ces 3 femmes que je vous ai présentées. Et quand je visitais, moi, ce qui me frappait, c'est que les enfants, ils trouvaient ça génial. Voilà. Pas de réflexion sur les 6 têtes, c'est normal, c'est comme ça, c'est un imaginaire. Par contre, les adultes étaient là en train de dire pourquoi 6 têtes, enfin, chercher le ci, le ça. Elle connaissait les œuvres d'Étienne Jules Marais, ou Jules Étienne Marais, excusez-moi, la chronophotographie. Et en fait, une des rares choses qu'elle ait dites, parce qu'elle ne justifiait pas son travail, c'est qu'elle aimait le fait que dans une fraction de seconde, ce cheval-là soit aussi un autre cheval, parce qu'il relève l'encolure, parce qu'il a senti quelque chose, parce qu'il y a une oreille qui bouge. Et c'est tout simplement ça. Elle connaissait parfaitement les chevaux. Montpellier, près de la Camargue. Et voilà. Et moi, j'ai eu la chance d'être 1 heure toute seule à la veille de la fermeture de l'exposition à Montpellier. Et j'ai trouvé que c'était un cadeau. Cette œuvre-là, elle l'a fait de 54 à 56. Après, elle n'arrive plus. Elle ne lève plus les bras. Elle n'arrive plus à avoir la même énergie. Et moi, j'ai trouvé que c'était un très beau cadeau. Et on va terminer avec ces dames. Le musée Carnoussi m'a gentiment envoyé cette photo. Alors eux, ils l'ont, ça s'appelle l'équipe. Et ensuite, ils se présentent. Et je trouve que être à 2 doigts terminer une journée entière, là, avec ce sourire, elles sont divines. Enfin, je ne sais pas comment les qualifier. Cette beauté. Donc, les cavalières musiciennes, elles sont à Carnoussi. Et terminer avec elles, c'est se réjouir. Voilà. Et les remerciements. Alors, évidemment, comme c'est à bride abattue, j'ai créé derrière des fiches repères qui apparaîtront en PDF grâce au talent du nouveau chevalier.
Et vous aurez là plein d'informations détaillées sur chaque étape. Vous aurez aussi l'ouvrage de référence, voilà, pour aller plus loin sur les différentes personnes que je vous ai présentées, ou tout simplement, par exemple, sur le musée de la chasse et de la nature. Voilà, et j'ai pas oublié d'être poli en vous souhaitant une bonne fin de journée à tous.